Bonsoir. Alors, je suis heureux d'introduire rapidement cette séance. Nous sommes là 4 hommes, uniquement des hommes. Le point commun, entre autres, c'est que nous sommes tous les 4 membres de l'Académie des sciences et belles-lettres de Toulouse, dont on dira 2 mots tout à l'heure. Voici donc Olivier Mock, qui est un ancien président qui s'est occupé de météo pendant des années. Et contrairement à ce qui est écrit là-haut, il n'est pas président de Sciences Animation, mais présidence de Instant Science, voilà, ou président honoraire actuellement. Malik Galab, qui est à côté, lui s'occupe d'intelligence artificielle. Lui, il continue à travailler avec énergie, et je crois que ce qui est écrit là-haut est exact. Quant à Christian Joachim, il fait galoper des molécules sur les fonds d'or, quelque part dans un laboratoire vers la Boule à Toulouse, et il est aussi actuellement en activité. On consacre quelques pages dans Le Monde à cette personne qui est là présente. Voilà, c'est un grand chimiste, que j'ai toujours cru être un physicien, mais en fait c'est un chimiste. Voilà. Alors, je vais dire quant à moi quelques mots du passé de la science à Toulouse, ou des sciences. Alors, par le mot science, on s'entend bien, il s'agit de tentatives pour produire des énoncés sur le monde qu'on considère comme vrais ou le plus vrai possible, qui sont obtenus par un travail critique en utilisant les outils de la raison et qui sont validés, très important, par une communauté de gens qui sont pensés comme compétents, qu'on appelle en général les scientifiques. Et donc, en effet, on ne fait pas de la science tout seul. Et les énoncés qui sont produits par la science ou les sciences ont au moins 2 avantages. L'un, c'est la délectation du plaisir du vrai. Voilà. Et puis, deuxièmement, parfois, ces énoncés permettent des avancées techniques qui permettent éventuellement d'améliorer, ou peut-être parfois d'empirer, notre séjour sur Terre. Et donc, il n'y a pas de science sans une communauté, donc sans l'organisation de cette communauté, sans une institution ou un ensemble d'institutions. Et ça peut avoir lieu n'importe où, n'importe quand, mais dans les faits, ça n'a pas lieu n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas de lieu qui a une vocation pour la science, mais il y a des conditions qui font qu'à certains moments, il faut une ville, il faut de l'argent, il faut éventuellement un ensemble d'éléments philosophiques pour que se constitue effectivement la possibilité qu'est la science. Alors à Toulouse, on va dire il n'y a pas toujours eu ce qu'on appelle effectivement de la science. D'abord parce que ce qu'on appelle science n'a pas toujours existé, ça n'existait pas exactement du temps de vieille Toulouse, de ce qu'on appelle les Gaulois, à l'époque de l'Athènes. Ça n'existait pas nécessairement à l'époque romaine dans ce qu'on appelait la Palladia Tolosa à Toulouse. Et s'il y avait des activités intellectuelles importantes à Toulouse au Moyen-Âge, on le sait bien, on pense aux troubadours, ce que nous appelons science, ce n'est pas exactement là présent. Au fond, Toulouse était plutôt quelque chose qui allait du côté de la beauté, de la poésie, du chant. Marque de cela, à Toulouse, la plus vieille académie d'Europe, dit-on, peut-être de l'univers, qui s'appelle les Jeux Floraux, et qui, depuis 1323, est censée chanter la beauté de Clément Cisor. La science à Toulouse a eu un certain retard par rapport à d'autres cités. Montpellier avait une université de médecine beaucoup plus importante que Toulouse au XVIIe siècle et au XVIe siècle. Rabelais va faire ses études de médecine à Montpellier, pas à Toulouse. Preuve année de cette histoire, de cette rare difficulté à faire de la science à Toulouse, cette image qui est une illustration du voyage vers la Lune qu'écrit Cyrano de Bergerac autour de 1660. Il rend hommage à un personnage qui est assassiné, on va dire, à Toulouse, qui s'appelle Vanini, qui est tué sur la place du Salin, qui est un philosophe italien, et il fait apparaître un personnage qui s'appelle D'Ircona, qui est un anagramme de Cyrano de Bergerac. Et D'Ircona est arrêté à Toulouse avant de tenter de s'envoler grâce à cet icosaèdre vers le soleil, parce qu'on trouve entre ses mains un traité de physique de Descartes sur lequel il y a un système d'aimant avec des petites poussières de fer, de limailles de fer sur le champ magnétique créé. Et donc ces poussières d'aimant s'organisent de manière structurée, et les gens à Toulouse croient que c'est effectivement un crapaud géant et que donc le type est un sorcier. Donc on le condamne à mort. Heureusement, il s'évade grâce à cette machine incroyable qui est un icosaèdre, donc qui est l'origine du spatial à Toulouse. Et donc, effectivement, Cyrano explique longuement que les Toulousains sont abrutis, stupides, antiscientifiques, en fait, tout ce que l'on veut. Ce que Voltaire, un peu plus tard, dira aussi, autour de l'affaire Calas, les Toulousains pas sortant à faire des clochers, des églises, etc. Ils sont dévots, cul béni, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Et cette image-là, effectivement, est très forte sur Toulouse. Il y a beaucoup de textes du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle qui expliquent que c'est une cité de calotins et de sorciers. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des grands scientifiques à Toulouse, mais qui ne sont pas d'institutions. C'est par exemple Pierre de Fermat au milieu du XVIIe siècle, qui est un grand scientifique toulousain, bien qu'il soit mort à Castres et né à Beaumont-de-Lomagne, mais qui est quand même essentiellement un Toulousain, et qui se regroupe avec un certain nombre d'individus par-ci par-là, qui font aussi, comme lui, on va dire un amateur de la physique, des mathématiques, d'autres choses. Mais
mais la dominante à Toulouse, c'est plutôt l'art lyrique, et les gens qui essaient de se réunir autour de 1650, 1660 à Toulouse pour essayer de faire des choses comme les académies de sciences, eh bien, ils sont un peu marginalisés, on les appelle les lanternistes, c'est-à-dire, par exemple, un petit groupe de gens qui se réunissent avec une lumière la nuit, Lucarna in Nocte, ils essaient de constituer une académie des sciences, mais ils ne peuvent pas, parce qu'il y a les jeux floraux qui sont là pour dire poésie, poésie d'abord, art lyrique, etc. Et ils n'arrivent à constituer une académie des sciences, dont Olivier et moi, nous avons été successivement les présidents, et là, nous avons les futurs présidents, j'imagine. Hein, voilà. Lui, il proteste, mais bon, il finira par céder. Hein, voilà. Donc, effectivement, cette académie qui existe toujours et qui se crée au milieu du XVIIIe siècle, en pleine période des Lumières. Si vous vous rendez à l'hôtel de la César, dans la partie Académie des sciences, vous verrez les portraits, des bustes de Voltaire et de gens comme ça, de Condorcet, de Condillac, c'est-à-dire de gens qui sont de la philosophie des Lumières. Alors, l'idée, c'est effectivement cette académie de constituer un ferment à Toulouse de création scientifique dans les différents domaines qu'il peut y avoir. Donc un certain nombre de gens se rassemblent, qui sont plus ou moins des amateurs à ce moment-là. Certains vont faire de l'archéologie, d'autres vont faire ce qu'on appelle maintenant des sciences humaines, d'autres vont faire de l'astronomie, d'autres vont faire de la botanique. Et né de cette initiative, par exemple, le premier observatoire de Toulouse, autour de 1730. L'Académie n'existe pas encore tout à fait, mais c'est des gens qui sont de l'Académie, Garipu et quelques autres, qui créent cela, rue des Fleurs, pas très loin d'ici, qui deviendra ensuite l'observatoire qui est à Jolimont, avant d'aller ailleurs. C'est ainsi que se crée, disons, le jardin botanique, qui deviendra peu à peu le muséum. C'est ainsi que se créent les collections qui vont constituer le fonds du musée Saint-Raymond d'archéologie, le fonds des collections de paléontologie, de botanique, etc., de zoologie, du muséum d'histoire naturelle. Donc se crée un ensemble de gens qui se réunissent, qui publient des textes et qui contribuent à la science du temps à la fin, disons, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est par exemple là que Adam Smith, qui vient séjourner à Toulouse autour de 1762-1763, se rend plusieurs fois, écoute les conférences, discute avec les gens, et c'est là qu'il commence à écrire le fameux livre qui s'appelle « De la richesse des nations », sur lequel on a eu l'occasion de faire un film. Et donc, il ne va pas à l'hôtel de la César, à l'époque, ce n'était pas l'hôtel de la César. Alors, cette académie, elle a une grande importance à Toulouse à la fin du XVIIIe siècle, elle aura une très grande importance au XIXe siècle, puisque donc c'est là que se fabrique à ce moment-là la science. Il n'y a pas de CNRS. C'est là que les gens arrivent en disant, voilà, j'ai trouvé un truc, et on en parle, on valide la chose. C'est par exemple là que les premières preuves sur lesquelles les hommes préhistoriques vivaient en même temps que les animaux préhistoriques, c'est une découverte qui est faite à Vénèrque, eh bien c'est devant l'Académie des sciences à Toulouse que des gens arrivent en disant on a trouvé des os avec en même temps des silex. Et là d'ailleurs l'Académie de Toulouse est suffisamment bête à ce moment-là pour ne pas publier trop vite les choses. Du coup c'est bouché de perte dans le nord de la France qui aura la primauté de la découverte. Mais par exemple en 1861-4 tombe la météorite d'Orgueil, la célèbre météorite d'Orgueil, qui est une chondrite carbonée extraordinaire. Les premiers à l'analyser au monde, c'est l'Académie des sciences de Toulouse qui repère tout de suite qu'elle est carbonée effectivement et qu'elle a un rapport potentiel avec les origines de la vie. C'est dans cette académie que se créent de grandes choses en archéologie, en particulier, vous avez entendu parler peut-être d'Émile Cartaillac, qui est un grand archéologue français préhistorien. Il fait partie de cette académie, il publie ses textes, etc. Et donc, c'est de là que se constitue le Muséum d'histoire naturelle, les observatoires à Toulouse, beaucoup de choses en médecine et autres. Alors, ce qui est nouveau au XIXe siècle, et qui va être à la fois la gloire et la perdition de cette académie, c'est l'apparition de l'université scientifique véritablement. Alors, l'université n'est pas une nouveauté à Toulouse. L'université, Toulouse s'enorgueillit, bon, toujours un peu comme ça, on aime bien s'enorgueillir, d'avoir la première université de France, qui est censée remonter à 1233, si je me souviens bien, c'est-à-dire 30 ans avant la Sorbonne. Les Parisiens, tant pis pour eux. Voilà, enfin bon, voilà. Je ne sais pas si les dates sont absolument exactes, mais c'est en tout cas ce qui est affiché par l'université. Mais cette université médiévale du XIIIe siècle n'est pas une université comme l'université Paul Sabatier, c'est essentiellement de la théologie, du droit, des arts, on va dire des lettres, et il en reste vraiment quelque chose. L'importance de l'université de droit à Toulouse est tout à fait considérable. Il y a aussi évidemment dedans l'université de médecine, mais elle n'est pas d'un niveau extraordinaire. Un des grands médecins toulousains, mais pas un très grand médecin, c'est Purpan, qui est surtout célèbre pour avoir fait un livre de pharmacie, mais ce n'est pas réputé comme un très grand découvreur. C'est plutôt un compilateur. Et dans le salon rouge de l'Académie, on a un portrait de Phage, qui est un type du XVIIIe siècle, qui tient dans ses mains le livre de Purpan, qui est une pharmacopée. Voilà. Mais au XIXe siècle se crée véritablement, progressivement, l'université et des institutions qui vont devenir des institutions qui vont produire peu à peu la science à Toulouse. Et donc, ça va donner
ensuite l'université de sciences qui se crée en 1810, puis qui va devenir au XXe siècle l'université Paul Sabatier, et puis vont arriver à Toulouse au XXe siècle, alors que la science s'est déjà déportée vers l'université, tout un ensemble d'industries liées à la science, en particulier les industries qui sont liées aux suites de la guerre de 14. Vous savez qu'on amène l'aéronautique un petit peu au sud pour éviter les bombardements. Pareil, la chimie, donc des gens qui se mettent à s'intéresser à la chimie. On investit considérablement pour construire au XXe siècle des instituts scientifiques importants. Par exemple, Christian passe séjourner dans la boule de Rangueil, qui est inaugurée par le général de Gaulle, je ne sais plus quoi, en 1960 à peu près. Voilà. Et donc, ce sont des investissements de sorte que, on va dire qu'au XXe siècle, après un XIXe siècle un peu hésitant entre la tradition lyrique, les académies et déjà l'université, se crée à Toulouse tout un ensemble d'industries qui ont besoin de chercheurs dans tous les domaines, se crée une nouvelle université de médecine qui devient véritablement scientifique, se développent des instituts comme le CNRS et autres, disons, après la Seconde Guerre mondiale, qui fait qu'effectivement Toulouse est maintenant devenue une grande, on va dire, un grand hub scientifique, et lorsque Instant Science ou l'Académie ont besoin de trouver des scientifiques dans toutes sortes de domaines pour faire des conférences, disons, de vulgarisation, on trouve des gens qui sont extrêmement compétents, tête de gondole véritablement, dans tous les domaines. C'est ainsi que par exemple Jacques Mitch, que j'aperçois dans la salle, peut faire tranquillement des qui cherche presque sans fin, on peut dire. Les qui cherche sont les petits portraits qui sont commandés par le monsieur qui est là, qui les finance très bien, je crois d'ailleurs, voilà, pour faire des portraits de relativement jeunes scientifiques toulousains dans toutes sortes de domaines plus ou moins bizarres. Et donc on a une visibilité ainsi du travail de la science à Toulouse. Bon, une de ses gloires, c'est d'avoir mis en valeur effectivement Audrey Dussotour avec un film sur le blob. Alors c'est assez représentatif. Le blob, cette espèce d'organisme unicellulaire plus ou moins dégueulasse, jaunâtre vaguement, qui est censé avoir peut-être une sorte de cerveau, même s'il n'a pas de cerveau. Un génie sans cerveau, c'est le titre du film. Et ça, disons ça illustre assez bien la capacité de la science toulousaine à aller sur des sujets, disons, un peu étrange, le blob est un petit peu étrange, de le porter dans le monde entier et aussi de le diffuser à travers le monde grâce à des informations diverses et variées. C'est ainsi que l'Académie s'occupe aussi de diffuser les résultats des sciences les plus anciennes et les plus récentes. Et par exemple, donc, on a lancé il y a quelques jours avec quelques membres de l'Académie le souvenir de la chute de la météorite d'Orgueil en 1864, découvert par notre Académie. C'est devenu une émission sur Radio, qui est maintenant sur le site du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et donc, voilà, je passe la parole à Olivier qui va nous parler, non pas de la science elle-même, de la diffusion de la science à Toulouse, dont il a joué, dans laquelle il joue un grand rôle. D'accord, merci beaucoup. Ton topo était très bien. Tu as juste oublié dans les grands organismes Météo France, hein, qui est... Je tiens à le dire parce que Toulouse est aussi donc une capitale de la météo et du climat, une capitale au moins européenne, où sont regroupés plus d'un millier de chercheurs et d'opérationnels qui travaillent là-dessus. On pourra y revenir. Donc la diffusion de la culture scientifique, c'est un sujet qui est extrêmement important aussi, puisque une chose est de faire de la science, de produire la science, une autre est d'expliquer ce qui se passe au public et de manière à ce que la culture scientifique du public croisse. C'est ça dont j'ai envie de parler ce soir, parce que ça me paraît extrêmement important. C'est d'ailleurs une mission que l'Académie, depuis longtemps, s'est donnée. Bien seule à l'origine. Maintenant, on peut dire qu'il y a énormément de monde sur le sujet. Ils sont tous partenaires, ils sont tous concurrents. C'est une très bonne chose. D'une certaine façon, on peut dire que l'Académie a réussi sa mission. Alors, je vais faire comme les hommes politiques, je vais vous le dire. Voilà, j'ai des preuves, j'ai des dossiers, je vais vous les montrer. Je vais en parler. Donc, parce que c'est un monde qui est vraiment foisonnant. Il y a eu des enquêtes en 2006 et de nouveau en 2018, avec un recensement de tous les organismes, tous les types d'organismes qui, peu ou prou, travaillent complètement ou à temps partiel pour la diffusion de la culture scientifique et technique. Donc, il y a plusieurs centaines de structures. Dans le document de 2006, c'est déjà assez ancien, mais c'est les mêmes chiffres à peu près dans ce 2018. Il y a près de 300 organismes qui, sur le territoire de l'ancienne Midi-Pyrénées, travaillent totalement ou partiellement avec une mission de culture scientifique et technique. Alors évidemment, ces gens sont extrêmement variés. Il y a des musées, il y a des grands musées. Donc vous êtes dans l'un d'entre eux. Toulouse recense plus du 30% de ces
d'organismes dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc il y a des grands musées, mais il y a aussi des petits musées. Alors à Toulouse, c'est vraiment une capitale. Les différentes municipalités qui se sont succédées se sont accordées hein, pour penser que c'était un sujet majeur. Il n'y a qu'à voir le Quai des Savoirs, hein, qui a été commencé par un ancien maire, puis prolongé par le suivant, etc., sans qu'il y ait des difficultés majeures. Il y a des musées plus petits, hein, on pourra y revenir. Hein. Mais il y a aussi les universités. Les universités considèrent qu'une part de leur mission maintenant, c'est aussi d'expliquer un peu ce qu'ils font, d'expliquer quel est l'objet de la science et d'être en contact avec le public. Dans beaucoup d'universités, il y a maintenant des services de diffusion de la culture scientifique. Hein. Il y a des associations, il y en a beaucoup. Hein. Instant Science est une très grosse association sur la région Occitanie, hein, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, et je m'en réjouis. Mais il y a aussi des quantités de clubs de jeunes, il y a des bibliothèques, il y a des sociétés suivantes, il y a des organismes publics, il y a des organismes privés. La Dépêche, par exemple, qu'on considère, joue aussi une action importante dans le sujet. Il y a donc les médias, il y a des Fab Labs, et bien sûr, j'aurais dû commencer par là, il y a les collectivités territoriales qui soutiennent fortement cette mission. Hein, cette mission. Alors le point important aussi, c'est que les publics auxquels on s'adresse sont des publics extrêmement différenciés. On ne parle pas de la même façon à du grand public, à des publics familiaux, à des jeunes, à des publics empêchés. J'ai cité des associations, par exemple, Les Étoiles brillent pour tous, c'est une association qui se consacre à aller diffuser la culture scientifique dans les lieux empêchés, si j'ose dire, c'est-à-dire dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Donc tout ça, c'est important. C'est important parce que pour les professionnels de la médiation scientifique, on va y revenir, ça correspond à des méthodes et à des manières de travailler différentes, hein, différenciées. Hein. Alors les sujets, là, il y a beaucoup de sujets. Alors j'ai noté quelques-uns qui sont les sujets phares en ce moment, hein, les sujets à la mode, hein, mais bien sûr. Mais pourquoi pas, hein. Il y a l'environnement, il y a l'écologie, il y a les bio, il y a les sciences de la Terre, et bon, il y a l'astronomie, il y a la robotique, il y a la mycologie. La mycologie, donc là, si vous voulez faire une conférence sur la mycologie, vous êtes sûr d'avoir du monde. Hein. Vous avez les mathématiques, la médecine, l'art et les sciences, hein, et l'histoire. Hein. Alors les types d'actions sont, alors je ne vais pas faire un catalogue, hein, mais vous imaginez que pour s'adresser aux différents publics, on s'adresse de manière différenciée. Hein. On ne fait pas... faire une exposition, faire une intervention dans un collège ou dans un lycée, faire des conférences, etc. C'est des moyens différents de s'adresser au public. Et ce n'est pas un sujet facile, hein, parce qu'on a parlé des femmes tout à l'heure. Hein. Supposons que l'un des objets, ce soit d'essayer de convaincre les jeunes filles de se lancer dans des carrières scientifiques. Le sujet, c'est comment vous faites pour ça. Est-ce que c'est mieux d'aller dans les lycées et les collèges leur parler? Est-ce que c'est mieux de faire intervenir une grande scientifique qui vient parler, etc. Donc ça, c'est des sujets donc, que les gens qui font de la diffusion de la culture scientifique se posent. Hein. Vous partez de l'objectif et vous essayez de voir quel est l'outil le plus approprié pour faire ça. Hein. Donc voilà. Et alors, parmi les actions vedettes, hein, je ne vais pas aller dans le détail, il y a la fête de la science hein, qui commence demain. C'est un truc énorme. Hein. Il faut voir qu'il y a plusieurs centaines dans la région Occitanie, il y a plusieurs centaines de villes et de villages où il va se passer quelque chose. Il y a quelques centaines de chercheurs qui sont impliqués. Il y a plusieurs dizaines de milliers de gens du public qui vont y être. Mais il y a aussi la nuit des chercheurs qui s'est passée il y a quelques jours, là, qui a été un grand succès. Et puis vous avez des choses comme le festival d'astronomie de Florence, hein, que nous organisons, qui a repris du poil de la bête, hein, qui avait un peu perdu pendant la période Covid, bien sûr. Hein. Mais enfin, c'est 20 000 personnes qui viennent, 20 000 entrées en tout cas. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Donc, d'une certaine façon, cette diffusion de la culture scientifique, c'est une mission de service public. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, il y a beaucoup de raisons. Hein. Une mission de service public, c'est d'ailleurs pour ça que les collectivités territoriales s'en mêlent. Hein. Voilà. Donc, alors, d'abord, la science, elle est belle, elle est utile, elle est nécessaire. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Peut-être un exemple hein, sur lequel nous travaillons en ce moment, qui est celui de l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'incendie de Notre-Dame de Paris, donc il y a une reconstruction qui est prévue, d'ailleurs en un temps très limité, puisque 5 ans seulement ont été donnés pour reconstruire une cathédrale qui, elle, a été bâtie en 200 ans. Hein.
Enfin, elle n'était pas complètement tombée, je suis d'accord. Mais enfin, il y a près de 200 chercheurs qui contribuent à ce chantier scientifique. Hein, parce qu'il faut étudier les problèmes de stabilité, il faut étudier l'émotion du public, il faut étudier la perception de l'affaire, il faut voir si les vitraux, il faut voir si le plomb qui a été éjecté des vitraux est dangereux, etc., etc. Donc, c'est vraiment alors ça, c'est l'aspect reconstruction proprement dit. Hein. Il y a un autre aspect qui est que les chercheurs sont très contents que des bouts de la charpente soient tombés parce que ça leur permet de prendre les exemplaires de bois et en reconstruire le climat à l'époque de la construction, etc. Donc c'est un exemple. La science, elle est, enfin, j'espère ne pas avoir besoin de vous en convaincre, elle est belle, elle est utile et elle est souvent nécessaire. Mais ce n'est pas tout à fait, c'est pas la seule raison pour laquelle cette mission de service public. C'est aussi parce que elle est indispensable pour comprendre le monde dans lequel nous sommes. Hein. Ça, le monde est actuellement totalement cerné, si j'ose dire, par la technique et par la science. Vous êtes complètement paumé si vous n'avez pas une culture scientifique et technique, parce que dans ce cas-là, les gourous, les influenceurs, les charlatans, les démagogues, les camelots, les escrocs, les groupes de pression se mettent à penser à votre place. Donc, si vous voulez ne pas être handicapé, être un homme ou une femme libre, vous devez avoir actuellement une culture scientifique et technique. Et puis, il y a peut-être une dernière raison, alors je ne sais pas si mes comparses en seront d'accord, il y a le fait qu'en démocratie, il est indispensable que la science soit décidée aussi par le grand public. La science est une affaire trop importante pour être laissée aux seuls chercheurs. Hein. Alors ça pose des tas de problèmes sur lesquels on reviendra peut-être, comment organiser les financements, etc. Mais enfin, ce qu'on dit sur les militaires est évidemment valable également pour les scientifiques. Bon, je ne doute pas que mes comparses protesteront tout à l'heure. Enfin, peut-être, je ne suis pas sûr. Donc c'est beaucoup plus que de la simple vulgarisation. Hein. On pense souvent aux mots vulgarisation. La vulgarisation, c'est la simple transmission des connaissances. Hein. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Il s'agit d'expliquer ce que c'est la science, comment elle marche, pourquoi elle marche, etc. C'est pas facile, et c'est même plutôt plus difficile qu'avant. On pourrait croire que c'est plus facile qu'avant parce qu'il y a l'enseignement obligatoire, parce que beaucoup plus de gens sont formés, parce qu'il y a des promotions d'étudiants qui sont considérables, mais il y a au moins deux difficultés nouvelles au sens historique. La première, c'est que la science est devenue totalement contre-intuitive. Hein. Je parle devant un spécialiste de mécanique quantique. Hein, si on lui demande tout à l'heure d'expliquer clairement ce que c'est que cette intrication quantique, prix Nobel décerné hier ou avant-hier, hein, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout intuitif. Ça l'était beaucoup plus il y a 100 ou il y a 200 ans. Et puis il y a une deuxième raison, je crois aussi, c'est que quand d'Alembert ou Flammarion, par exemple, qui étaient des grands ancêtres de la diffusion de la culture scientifique, quand ils s'exprimaient, ils étaient affrontés à l'ignorance, mais à l'ignorance seule. Alors que nous, actuellement, d'une certaine façon, nous nous heurtons à des forces organisées négatives, hein, qui racontent n'importe quoi, qui s'organisent pour instiller le doute ou le mensonge. On pourra y revenir. Je crois que c'est quelque chose de relativement nouveau, mais qui est absolument évident dès que vous étudiez soit les archives des cigarettiers, soit vous regardez Twitter. Hein. Donc voilà. Alors un point important également, c'est que cette affaire est une affaire de professionnels. Hein. C'est une affaire de professionnels. J'ai dit tout à l'heure que savoir s'adresser aux différentes catégories de public pour transmettre différents types de messages, etc., ce n'était pas quelque chose d'inné. Les chercheurs ont un rôle éminent dans cette affaire, mais il ne suffit pas d'être passionné par quelque chose pour être passionnant par ce quelque chose. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Donc, par exemple, vous savez qu'à Toulouse, il y a une maîtrise de diffusion de la culture scientifique et technique. Vous pouvez apprendre ce métier à l'université actuellement. Bon, il y a quelques universités qui le font. Il y a Bordeaux, il y a Strasbourg, mais il y a Toulouse aussi. Et puis, il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui font appel, par exemple, à des associations comme Instant Science pour former les chercheurs à être capables de s'adresser au public. Hein. Alors, bien sûr, ils ont
ils ont une part imminente. Hein. C'est eux qui détiennent le savoir. Non seulement ils le détiennent, mais ils le produisent. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir l'expliquer. Par exemple, le CERFAX, dont on parlera peut-être tout à l'heure, a confié une mission à Instant Science pour former ses propres chercheurs à savoir s'adresser au public. Hein. Donc c'est tout ça est important. Bon, je ne vais peut-être pas m'éterniser parce que je vois la montre qui passe. Je voudrais terminer quand même par une note un peu pessimiste. Enfin, je suis prêt à parler plus tout à l'heure sur les questions de professionnalisation de cette affaire de diffusion de la culture scientifique et technique. Alors, il y a un dernier point. Vous me permettrez, contrairement à tous les usages, de terminer par une note pessimiste, qui est finalement, est-ce que ce qu'on fait est utile ? Parce que finalement, j'ai dit tout à l'heure, vous branchez sur Twitter et vous n'avez jamais vu autant d'âneries. Alors là-dedans, vous avez des complotistes professionnels, vous avez des gens qui cherchent à instaurer les mensonges et à les diffuser, etc. Mais vous avez aussi une collection de gens de bonne foi qui croient n'importe quoi. Donc, d'une certaine façon, notre tâche est une tâche de Sisyphe, mais bien sûr, il faut imaginer Sisyphe heureux. Je prends le relais. OK, donc peut-être je reviendrai sur quelques points que Olivier et Yves ont mentionnés, mais faire science dans mon domaine, c'est-à-dire intelligence artificielle et robotique à Toulouse, hier et aujourd'hui, c'est ce dont je voudrais vous parler. Mon domaine a des racines très anciennes, on peut le faire remonter à l'Antiquité, mais ces développements sont très récents. Et ils sont fortement liés aux sciences numériques qui sont l'informatique, l'automatique, les mathématiques appliquées, le traitement du signal. À Toulouse, le développement de ce domaine est fortement lié au développement de l'aéronautique et du spatial. Hein. Yves l'a mentionné. Je voudrais cependant faire remarquer, Yves l'a dit rapidement, que la science, c'est contribuer au développement des savoirs qui peuvent donner lieu à des techniques. Mais comme nous le savons tous, ça ne se passe pas de façon linéaire. Hein. Ce n'est pas le savoir qui apporte les techniques. Quelquefois, les choses sont inversées. Quelquefois, des éléments techniques conduisent au savoir. Quelquefois, c'est le savoir qui est en retard sur la technique. Et quelquefois, c'est la technique qui est en retard et le savoir est en avance. Dans mon domaine, c'était parfaitement le cas. Le début de l'IA, eh bien, nous étions en avance sur la technique. Nous en savions plus que ce que nous pouvions faire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous faisons plus que ce que nous comprenons réellement. Je pense que c'est un point qu'on ne montre pas suffisamment, mais ce n'est pas spécifique à l'intelligence artificielle. Il y a des tas d'exemples en physique. La machine à vapeur est plusieurs siècles avant Carnot. Le moteur, l'électricité, le moteur électrique aussi un bon siècle avant Maxwell. Donc, il y a beaucoup de choses où la technique a précédé la science et d'autres où c'est l'inverse. Hein. Par exemple, les Bernoulli, les équations qui permettent la portance dans un avion, c'est bien avant l'invention du moindre avion. Donc je reviens à mon domaine qui est très très récent et dont le développement, comme je l'ai dit, ils sont étroitement liés à ceux de l'aéronautique et du spatial à Toulouse. Donc les dates, on est autour d'une cinquantaine d'années. Quelques jalons, la création du LAS, mon laboratoire, c'est 1967. Le CNES à Toulouse, c'est 1968. L'ONERA à Toulouse, c'est 1970. Tout ça est très, très, très proche. Les laboratoires d'informatique et traitement du signal entre l'université et l'Institut Polytechnique, c'est autour de la même période. Ils se sont regroupés en l'Institut de recherche en informatique de Toulouse en 1990. Les mathématiques, il y avait des laboratoires anciens, mais la partie plus maths appliquées qui intéresse mon domaine est plus récente, et la fusion dans l'Institut des mathématiques de Toulouse, qui est aussi très présent aujourd'hui dans mon domaine, c'est aussi récent, 2007. Donc voilà quelques jalons pour vous situer. Le LAS 67, là c'est L2AS. Le dernier A et le S, c'est application spatiale. Donc le lien, ce n'est pas par hasard qu'il s'est retrouvé juste à côté du CNES, en plein dans le campus où l'ONERA a été créé également. Donc quelques noms et quelques thématiques de ce démarrage dans le domaine.
Eh bien, par exemple, dans mon laboratoire, c'est Georges Giralt qui revient de Berkeley après un séjour sabbatique et qui change complètement de domaine, qui part de son domaine électronique et qui revient avec une autre casquette, celle de intelligence artificielle et robotique, et qui crée l'équipe que j'ai rejoint à ce moment-là, en 1974. C'est Hervé Galère, qui a été aussi mon professeur à l'ONERA et à SuperHéros, qui a démarré sur les bases de données déductives en 72-73. Du côté de l'université Paul Sabatier, ces équipes de Castan, Perrenou, Borillo, autour de la parole, du langage, maîtrise de la parole et du langage. Donc ça, c'est, disons, la première génération. La génération suivante à laquelle j'appartiens, qui a démarré et qui a fait des thèses dans les années 70, c'est du côté de l'université Paul Sabatier, Henri Farini, Michel Quérol, Henri Prat, Didier Dubois, qui ont apporté un certain nombre de contributions. Par exemple, Farini et moi-même avons coécrit un des premiers livres d'intelligence artificielle en français. Ça remonte aux années 80. Les thématiques de base, je vous ai dit, c'est les robots mobiles avec des jalons marquants. Notre robot mobile ILAR a été le premier robot mobile européen dans le domaine de la robotique de service. On a également fait des choses en robotique d'exploration planétaire avec le CNES, mais aussi avec un partenariat avec les Russes. Il y a eu un partenariat sur des problèmes de modélisation du temps, de développement, de représentation qu'on a appelé à l'époque des chroniques, qui ont eu, avec des collaborations avec la NASA, qui ont eu un impact très intéressant. On a eu une collaboration très suivie avec la NASA dans un certain nombre de domaines de planification d'engins spatiaux, mais aussi des collaborations avec des industriels français tels que dans la sidérurgie ou dans la pétrochimie, Solac par exemple. Sur d'autres thématiques telles que la maîtrise du mouvement, et du mouvement dans toutes ses généralités. Un de mes premiers doctorants, mon premier doctorat, Jean-Paul Lemont, malheureusement décédé il y a un an, a porté la thématique de la science du mouvement assez loin, puisqu'il l'a enseigné au Collège de France pendant une année. Puis il y a eu d'autres éléments de contribution de la plupart de ces collègues que j'ai mentionnés, de la génération qui a fait sa thèse dans les années 70, autour du diagnostic, autour du raisonnement sur l'incertitude. Henri Prat, Didier Dubois, c'est la théorie des possibilités. Donc voilà quelques jalons et quelques thématiques où Toulouse s'est fortement distinguée. Donc autour des années 80, nous étions à peu près 50-60 scientifiques permanents et autant de doctorants, et nous avions à la fois un rôle national et une visibilité internationale substantielle. Au niveau du rôle national, la structure qui coordonne la recherche en intelligence artificielle qui a été créée par le CNRS, qui s'appelait un groupement de recherche intelligence artificielle, a été dirigé par Toulouse. J'en ai été un des directeurs, le deuxième. Le premier était Henri Farini. Un programme interdisciplinaire de recherche dans le domaine qui a été créé par le CNRS, qui associait de nombreux organismes et universités, a été aussi dirigé à partir de Toulouse. Je l'ai dirigé dans les années 90-2000. Nous avons monté quelques grandes conférences dans les années 90, dans les années 2000. Alors, je ne vais pas vous les citer, montrant. Et nous avons aussi été à la tête d'un certain nombre d'organismes internationaux montrant l'impact de Toulouse au niveau de la recherche. En ce qui concerne l'aspect enseignement, eh bien, je pense que notre impact fut plus modeste, surtout plus éparpillé. Nous avions un certain nombre de modules dans divers DEA ou masters, ce qu'on appelait à l'époque des DEA et aujourd'hui des masters. Nous avions des modules un petit peu éparpillés dans le domaine. Et nous n'avons pu regrouper un peu ces efforts éparpillés que très récemment, avec la période récente dont je vais vous dire un mot. Par contre, l'activité en ce qui concerne la diffusion des connaissances a toujours été très suivie et très importante. Je pense que nous avons fait un effort là-dessus, à Toulouse en particulier, mais pas que. Et nous continuons de le faire. J'en dirai quelques mots. Par exemple, l'organisme dont je vais vous parler un instant, qui coordonne l'IA à Toulouse, qui s'appelle ANITI, va tenir, dans le cadre de la fête de la science, 2 journées auxquelles vous êtes les bienvenus, les 11 et 12, la semaine prochaine, à l'ENSET. Je ferai une conférence dans la journée Portes ouvertes au LAS sur l'IA, le 15. Vous êtes bien sûr, tout le monde est bienvenu à toutes ces manifestations. Alors, revenons à la période plus récente sur faire science dans mon domaine aujourd'hui. Dans la période récente, l'impact de l'intelligence artificielle est apparu comme élément majeur et entraînant dans tous les champs scientifiques,
et il y a eu un plan national d'IA, le rapport de Villani dont vous avez entendu parler en 2018, et la création des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. Donc, après une phase un petit peu compliquée de sélection, de montage sur des partenariats complexes avec trois types de financement: financement industriel, financement des universités, des organismes publics et financement incitatif de l'État, avec des problèmes de provisionnement de la part des industriels, le partage de propriété intellectuelle, ce que les industriels n'aiment pas beaucoup dans un domaine qui progresse très très vite. On a réussi quand même à monter une proposition qui a été retenue, une parmi les 4 instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, qui est donc ANITI. Cet institut, dont je préside le comité de pilotage, c'est aujourd'hui à peu près 150 chercheurs permanents, dont 30 qui viennent de l'industrie, qui sont des ingénieurs de très haut niveau de l'industrie, détachés au niveau de ANITI, et à peu près autant de doctorants et de post-doctorants. Les partenariats, c'est l'ensemble des organismes de recherche publics, le CNRS bien sûr, mais l'INRAE, le CNES, toutes les universités, toutes les écoles, et c'est un grand nombre d'industriels, commençant par Airbus, EDF, Thales, Renault, etc., et de nombreuses petites et moyennes entreprises, une cinquantaine de partenaires. Tout ce groupement, cette structure, c'est à peu près 24-25 équipes qui ont vraiment structuré le domaine, aussi bien sur le volet recherche fondamentale, avec des résultats qui ont été évalués très récemment par un comité international qui a trouvé que les résultats étaient vraiment marquants. Les thématiques de base sur lesquelles s'appuie ANITI, c'est l'intelligence artificielle de confiance. C'est les problèmes de validation, de vérification, de certification. Je pense que nous sommes les seuls dans le monde à faire de la certification d'un certain nombre d'algorithmes d'intelligence artificielle, de faire de l'intelligence artificielle socialement acceptable. Donc voilà un peu la spécificité dans mon domaine de Toulouse. Et dans ce cadre, si vous voulez, et peut-être pour finir, un petit clin d'œil, ANITI se trouve à plusieurs endroits, dans les laboratoires que j'ai mentionnés, au LAS, à l'IRIT, à l'Institut de mathématiques, mais le centre se trouve au B612. Le B612 est un bâtiment que vous connaissez peut-être, qui se trouve à Montaudan, et ANITI se trouve au 6e étage. Alors, il y a une grande salle de conférence qui est alignée exactement dans l'axe de la piste, l'ancienne piste de Montaudan. Cette piste de Montaudan, vous vous souvenez peut-être, s'appelait la piste des géants, parce que c'est de là dont sont partis Saint-Exupéry, Antoine Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Henri Guémet et tous les grands de l'aéronautique. Elle a été créée dans les années 1920 par l'ATCOR. Et toute l'aventure de l'aéronautique toulousaine qui a été rappelée. Et c'est un petit peu en appui sur cette piste de GA que nous essayons de bâtir un certain nombre de choses autour de cette intelligence artificielle de confiance socialement acceptable. Donc je m'en tiens là et je passe la parole à Christian. Peut-être je reviendrai sur la question de diffusion, pourquoi, et le pessimisme d'Olivier lors du débat. Merci Malik. Donc je vais essayer de commenter d'abord et après de situer ce qu'on essaye de faire à Toulouse. Les premiers mots de l'entête qu'a ciselé Yves. Faire science pour tous à Toulouse. Donc il y a plusieurs parties là-dedans. Faire science, c'est la fabrique de la science. Donc fabrique la science, ça exige tout un tas de choses, d'infrastructures, de moyens, de personnes, de lieux. Pour tous, le tous, ça peut vouloir dire les scientifiques. Ça peut dire, en général, les personnes qui nous écoutent, vous êtes là, et ça peut vouloir dire les étudiants. Donc il y a trois parties, et à Toulouse. Et je vais venir d'abord sur la première partie, c'est à Toulouse. Pourquoi, en fait, on a été projeté, il y a quelques années, à Toulouse? En fait, j'ignorais totalement, puisque mon domaine, c'est d'essayer de faire des choses au tout petit, une seule molécule, éventuellement un seul atome tout seul, faire travailler cet atome, faire travailler cette molécule, faire un engrenage avec une seule molécule, faire une voiture, on y reviendra, avec une seule molécule, mais bien une seule, pas en moyenne. Pourquoi on est arrivé à Toulouse pour faire ça, pour faire science sur ça? Je ne savais pas au départ qu'on est arrivé dans les années 80, pourquoi? Et en fait, il y a un tissu d'événements que Yves a décrit qui n'étaient pas conscients ni assemblés, qui font que c'était une très belle place pour ça. On connaît tous
la malheureuse histoire des atomes à Toulouse, qui ont été détruits, interdits de citer, etc. Vanini, tu l'as rappelé dans ses écrits, mentionne plus ou moins cette chose-là. Il y a aussi une chose extraordinaire, c'est qu'un Espagnol a déclaré pour la première fois la découverte du tungstène dans les mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse. Donc la chimie est revenue sur le blanc, c'était le wolfram à l'époque, et est revenue sur le premier plan alors qu'elle avait été tuée pendant des siècles à Toulouse. Après, il y a eu Paul Sabatier, bien sûr, dont l'université, mais cette chimie-là avait disparu. Quant à la physique, elle était en permanence rémanente à Toulouse, puisqu'il y a eu des écoles d'ingénieurs privées, publiques, qui ont donné lieu d'ailleurs à un enseignement qui a permis à Clément Ader de faire le premier vol. Donc il y a un tissu diffus à Toulouse de activités scientifiques. Tu as mentionné Fermat, on aurait pu mentionner aussi Dumay, le médecin de la Reine de Navarre, hein, qui était de mon village, donc c'est bien. Je fais de la pub. Donc tout ceci, c'était un tissu. Et on a découvert, en essayant d'implanter ici une activité nouvelle, qui était effectivement faire travailler un atome, une seule molécule, pour tout un tas de raisons, qu'en fait, d'autres personnes avant nous s'étaient intéressées. Prenons par exemple Gaston Dupouille, le créateur de la boule. En 1962, il écrivait à l'Académie des sciences à Paris qu'en fait, son rêve, c'était de prendre la photo d'un atome. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a trouvé domicile dans le campus de Toulouse pour essayer de pousser plus loin ces activités que je veux résumer maintenant sur atomes et molécules. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est que, je dirais que on travaille dans le petit intermédiaire. Il ne s'agit pas de faire la physique des particules, qui serait très statistique. On essaie de s'occuper d'une molécule. Un atome, c'est un peu petit pour faire des fonctions compliquées. Il faut remonter un peu plus haut, avoir une 15, 20 ou 30 atomes pour se poser des questions très simples. Est-ce que, par exemple, une molécule qui a la forme d'un rotor peut fournir du travail? Une seule, toute seule, pas 10 000 en solution, 1 milliard en solution, une seule. Est-ce qu'une petite molécule, ça c'est pour Malik, a de la puissance calcul? Est-ce qu'elle peut faire une addition de deux nombres de 2 digits, par exemple? Combien j'ai besoin d'atomes pour faire ça? Ou alors, les trucs plus rigolos, qui sont par exemple, ils sont plus sur les fondements de la physique quantique, c'est si j'ai un long fil moléculaire ou un long chapelet d'atomes, comment je fais pour passer d'informations d'un bout à l'autre sur la physique elle-même de ces comportements-là. Et ça, c'est des choses nouvelles qui sont nées grâce à des instruments différents qui s'empilent au cours des siècles, dont la microscopie électronique pour une partie, la microscopie effet tunnel pour une autre partie. Donc ça, c'est notre activité. Et de ceci, pour diffuser du savoir, on a une idée qu'on semblait un peu bizarre au départ en 2013, c'est de se dire qu'on va essayer de faire des courses avec une seule molécule. Et on a lancé ce concours à l'international. On l'a organisé la première fois en 2017. On avait eu 6 équipes qui sont venues concourir et montrer qu'on était capable de contrôler une molécule à la fois en parallèle sur une même surface. Donc là, il y a eu une première course en 2017. On a refait la deuxième en 2022 dans des conditions différentes où on a bénéficié du monde moderne, donc la science se fait, où au lieu d'avoir un seul instrument, c'était très compliqué, où tout le monde travaillait dessus, ce qu'on a décidé de faire, c'est utiliser Internet et de contrôler 8 expériences sur toute la planète en direct depuis la boule de Toulouse. Alors ça a été un peu compliqué au niveau implantation structurelle, de temps de réponse. Par exemple, un Japonais à Toulouse, de l'équipe japonaise, donnant un ordre à sa molécule toute seule qui était à Tokyo, ça mettait 0,5 secondes pour que la molécule apprenne qu'un ordre avait été envoyé. Non pas parce que c'est la vitesse de la lumière, mais l'ensemble des filtrages, des firewalls, etc., faisait que l'information arrivait à la molécule unique à Tokyo en 0,5 secondes. Et ils ont concouru et on arrive maintenant à démontrer ce qui est je dirais, pour les enfants, on a regardé qui s'était intéressé à notre histoire. On s'est aperçu que la moyenne d'âge statistique de ceux qui écoutaient, pas mal, beaucoup, c'est en fait en général entre 6, 10 ans et 15 ans sur Internet. Après, il y a un intermédiaire qui sont plutôt critiques ou qui ne comprennent pas trop ou qui ne voient pas le jeu ludique, qui est jusqu'à, 45, 50 ans. Et après, ça rebondit avec un nouvel intérêt. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est la statistique du grand public que l'on a sur l'intérêt de ces histoires-là. Et à partir de ce moment-là, on a montré, et les enfants, quand on fait des conférences ou des présentations dans les lycées et les collèges,
on a montré à ces jeunes-là que finalement une seule molécule, même si on dit que c'est du Lego, enfin c'est pas vraiment du Lego, mais une seule molécule, on pouvait la contrôler sur 1 micron de long pendant 24 heures, et elle subissait des tortures, enfin au niveau impulsion pour la faire avancer. Plus de 7000 fois, cette molécule, on lui envoie une information ou un ordre en 24 heures pour lui dire qu'elle peut avancer. Et ça, c'est assez intéressant parce que certaines tranches d'âge sont très sensibles à l'aspect ludique de la course, d'autres moins. Donc ça, c'est pour la partie pour tous, grand public. En parallèle de ça, on a réussi à Supaéro, enfin à l'ISAE, à maintenir un cours optionnel, en plus de la physique quantique traditionnelle, un cours optionnel d'ingénierie quantique qui concerne l'ensemble des phénomènes que l'on peut pratiquer au niveau ingénieur sur des moteurs, des engrenages, des calculateurs événements mécaniques ou même des calculateurs quantiques pour enseigner à nos futurs ingénieurs comment utiliser la matière à cette petite échelle. Et il y a plein d'intérêts pour ça. L'intérêt moderne, nouveau, mais qui est endémique, c'est qu'en fait, en général, plus on réduit la matière concernée pour faire une fonction, moins elle dépense d'énergie. Donc ça, c'est quand même très, 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 très intéressant. Donc ça au niveau du pour tous, il y a chaque année, au moins à Supaéro, il y a une trentaine d'étudiants en option qui choisissent, d'apprendre si on peut effectivement faire des machines avec le moins d'atomes possible. Et ça, c'est vraiment une chose extraordinaire pour le pour tous. Voilà. Après, je parlerai, on pourra en débattre sur fabriquer du savoir. Ça, c'est un débat très intéressant. Et on a fait à l'Académie une petite séance sur le financement de la recherche depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, expliquer comment ça se passe, comment ça se démarre. Et la notion fabrique de savoir, c'est quelque chose de très important qui a oscillé au cours du temps et dont on pourrait en débattre très longuement. Voilà. Merci Christian et Malik et Olivier. Je crois que tu voulais ajouter encore un petit quelque chose. Oui, enfin, je voulais vous citer une anecdote pour vous montrer la difficulté du problème quand même du grand public. Hein. Parce que d'un certain côté, on est absolument fasciné par les compétences, le dynamisme, la flamme des chercheurs et l'ensemble de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ont envie de faire passer. Moi, j'ai été discuter avec, je ne vais pas vous donner son nom, mais enfin, un des très hauts responsables du journal La Dépêche, pour essayer d'instaurer une rubrique scientifique dans La Dépêche. C'était un des, disons, dans le top 5 de La Dépêche. Et il m'a été répondu que ce n'était pas la peine, qu'il y avait déjà une rubrique scientifique quotidienne dans le journal, l'horoscope. Donc je veux dire, il faut quand même comprendre ça. Alors maintenant, un autre exemple qui moi m'a beaucoup frappé, en termes de savoir s'adresser au public. J'ai été il y a assez longtemps à France Inter, et il y avait un ministre en exercice, un très haut ministre qui était promis à des très hautes fonctions, et je l'ai entendu, avant de prendre la parole, demander aux journalistes de France Inter s'ils disposeraient de 1 minute 20 ou d'1 minute 30 pour répondre. Parce qu'il ne s'adresserait pas, il ne travaillerait pas, il ne présenterait pas son affaire de la même façon s'il avait 1 minute 20 ou 1 minute 30. Ça, c'est du professionnalisme. Et d'un certain... Donc on peut dire qu'en l'occurrence, le monde politique était plus professionnel pour s'adresser au public que beaucoup d'autres. Merci Olivier. Il ne faut pas dire trop de mal de l'horoscope de La Dépêche, qui est le meilleur horoscope du monde, hein. Voilà, et même de l'univers. Alors peut-être, on l'a souvent vérifié tous. Enfin voilà, moi j'achète. Voilà, il y a des très mauvais journaux comme Le Monde, il n'y a pas d'horoscope. Enfin voilà. Mais peut-être y a-t-il des questions dans la salle, des points de débat, des contestations, des demandes d'informations. Là, si vous avez des révélations sur la physique quantique, c'est le moment, ou sur l'intelligence artificielle. Chose auxquelles moi je ne connais vraiment rien. Oui, bonsoir Lydie Valade, Chimie et Société, ancienne chimiste au CNRS. Oui, je voulais quand même signaler La Dépêche, le travail qui a été fait et qui a démarré en 2011 dans le cadre de l'année internationale de la chimie avec le rectorat et le CNRS.
le démarrage de la série Les Petits Illustrés. Et le premier, c'était le Petit Chimiste Illustré. Donc, qui a eu d'autres numéros qui étaient consacrés à la science. Moi, je n'ai pas de difficulté avec le fait qu'il y ait un horoscope dans la dépêche. J'ai une difficulté avec le fait que l'on considère que c'est une rubrique scientifique. Il me semble qu'il y a un point que vous n'avez pas abordé, qui me paraît intéressant d'un point de vue historique. Je vous citerai le livre de John Burney, qui a fait un livre sur l'histoire de l'université à Toulouse au XIXe siècle. Il me semble important de voir que, dans son étude, il montre que le taux d'éducation dans la région était beaucoup plus élevé que dans le reste de la France, et qu'à Toulouse, les gens étaient éduqués. Et donc, l'université a eu ce qu'on appelle maintenant avec un terme vivier. Et l'université de Toulouse a été très longtemps la deuxième université en effectif. Et les gens dans la région voulaient faire des études. Et l'université scientifique, là où j'ai passé mes études après être passé par un lycée qui s'appelle Fermat et que vous connaissez, il y avait une sorte d'effectif dans les filières scientifiques qui était très important. Et le taux de réussite dans la région, dans l'Académie de Toulouse, était pour le bac parmi les meilleurs. Il y avait peut-être Montpellier qui était peut-être équivalent, Grenoble, mais c'était bien meilleur que dans les régions du reste de la France. Dans l'est de la France et le nord, c'était très bas. C'est-à-dire, vous comparez Lille, qui est une très grande agglomération, maintenant il y a une grosse université, mais dans les années 60 et 70, l'université de Toulouse était bien plus importante et avait beaucoup plus d'élèves qui avaient le niveau du bac et qui voulaient faire des études. Donc, par certains côtés, quand vous dites faire science, il y avait ce qu'on disait dans le proverbe ancien, on vient à Toulouse pour étudier, mais ça veut dire qu'il y avait un culte de l'éducation. Et les gens voulaient que les enfants aillent éduquer. Et c'était pareil dans le Tarn, c'était pareil dans l'Ariège. Vous aviez des départements où on disait aux enfants, il faut étudier. Alors qu'il y avait d'autres endroits où on disait, il faut aller travailler. Et donc, aller à l'école et continuer, ça a permis effectivement d'avoir la possibilité de faire des mains d'œuvre et de remplir des universités avec du personnel qui a envie d'étudier. Donc, quand vous dites faire science, on commence à faire de la science à l'école, au collège et au lycée. Et il y a des très bons profs de sciences à tous les niveaux. Donc si vous avez la science qui est vulgarisée, c'est une chose. Si vous avez de la recherche scientifique, mais il est important d'avoir un bon réseau de lycées et d'écoles dans lesquels vous avez des bons profs et où vous avez une volonté de tirer des gens. Donc ce que je veux dire, c'est que par exemple, l'université de Toulouse, c'est le plus gros IUT de France. Dès qu'il y a eu la création de l'IUP, ça a été d'entrée 12 départements alors que les autres universités en proposaient peu. C'est la seule ville où il y a un INSA et un INEP. Je veux dire, il y a quand même une offre au niveau de la formation universitaire. Il n'est pas lié uniquement à de la décision des chercheurs, c'est aussi parce qu'il y a un public qui veut y aller. Oui. Et ça veut dire qu'il y a une tradition scolaire qui est représentée. Si on appelait l'université Jean Jaurès l'université de Toulouse 2, Jean Jaurès avait des discours très favorables à l'éducation. Et les gens, quand ils ont choisi ce nom, c'était évident que Rémi Pêche, président de l'université, non seulement c'était son sujet d'étude, mais c'était quelque chose dans lequel on dit il faut étudier. Et Jean Jaurès, c'est une personne importante parce qu'il a une station de métro très importante, des grandes allées et une université. Et ça représente quelque chose de très profond dans la région. Ce que je veux dire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a d'un côté les chercheurs et de l'autre côté un grand public, alors qu'il y a eu un culte de l'école qui a été beaucoup plus fort régionalement à cause du parti radical, à cause de raisons politiques, à cause d'un certain nombre de raisons. Mais si vous voyez pourquoi il y a toutes ces formations, c'est aussi par d'où ça vient. Et ce n'est pas uniquement par le haut et par la vulgarisation.
Donc, étudier le système scolaire et pourquoi il y a eu tant de bacheliers scientifiques dans la région, ça contribue aussi à faire du public pour aller dans ces laboratoires. Oui, alors ceci est vrai, c'est vrai que la région de Toulouse est une région où il y a eu davantage, depuis le 19e siècle, mais pas avant, davantage de gens qui ont fait des études. Alors c'est assez facile à comprendre, c'est que c'est le résultat non pas de l'idéologie locale, du catharisme, je ne sais quoi, c'est dû au fait que dans notre région, il n'y avait pas de débouché industriel du tout, sauf dans quelques endroits, Carmaux, Mazamet, des endroits comme ça. Et dans des endroits comme Carmaux, Mazamet et autres, on s'aperçoit évidemment, comme dans le nord de la France, que les gens préfèrent aller au 19e siècle travailler directement que d'aller dans les écoles. En revanche, en effet, dans l'Aveyron, que je connais bien, et le Tarn en général, mais pas Carmaux et pas Mazamet, effectivement, comme il n'y a pas d'emploi, il faut avoir quelque chose comme un bout d'étude pour passer les concours d'administration et éventuellement partir. Et du coup, effectivement, les régions paradoxalement les plus pauvres, en tout cas en France, ce n'est pas généralisé dans le monde, sont souvent les régions dans lesquelles les gens investissent davantage dans l'école parce que c'est un moyen de s'en sortir. Donc dans l'école, le lycée, l'université. Et inversement, moi j'ai enseigné un peu dans le nord de la France, et c'est vrai, les collèges sont un peu désespérants. Ils étaient surtout désespérants dans les années 70-80 parce que les familles étaient dans l'idée que les enfants allaient travailler à la mine à 13, 14, 15 ans. Ça a été abominable quand les mines à Syrie, etc. ont fermé parce qu'il n'y avait pas de tradition scolaire. Et alors effectivement, dans notre région, il y a davantage effectivement de gens qui ont le bac, on va dire, ou un peu plus, et donc ils fournissent effectivement les universités de lettres, de sciences, de droit et les autres, mais ce n'est pas une tradition extrêmement ancienne. C'est-à-dire au XVIIe siècle, il n'y avait certainement pas plus de gens cultivés à Toulouse qu'en Touraine. Alors il y avait quelques régions un petit peu déshéritées au fond de la Bretagne, des choses comme ça, Quimper-Corentin, on parlait un petit peu de ça, voilà. Mais c'était beaucoup moins évident. C'est vraiment très lié à l'industrie qui a été extraordinaire dans le nord de la France, autour de Paris, etc. Et la région, voilà. Et alors, le paradoxe ici, c'est que la désindustrialisation, la non-industrialisation au XIXe siècle a permis un succès de l'école, et curieusement, la réindustrialisation après la guerre de 14 et après la guerre de 40, là, largement due à l'État, a permis un développement considérable de la science à Toulouse. Là, c'est vraiment très important, l'arrivée de ce qui est devenu l'ONIA, AZF, et plein de choses de ce genre. Voilà. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, il y a un rapport entre l'école et, disons, les activités intellectuelles, scientifiques en particulier, très considérable. Et aussi, dans certains cas, bon, l'idéologie collective. Bien sûr, des gens comme Jaurès ont joué un rôle dans la région. En fait, juste pour... Ça marche, oui. Pour compléter, j'ai adoré votre intervention parce que ça met en exergue un problème de fond qui est, quels que soient les siècles, qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer du savoir? Quelle est la machine? Est-ce qu'il faut une bonne école? Oui ou non? Est-ce qu'il faut au-dessus des gens qui font un peu de recherche ou qui réfléchissent? Oui ou non? Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent? Oui ou non? Et à la fin, combien il faut d'enseignants et de chercheurs pour une population donnée? Et c'est tout ça qui couvre votre question. Si on regarde à Toulouse, si on vient bien en arrière, l'établissement de l'Université de Toulouse est dû à un hasard extraordinaire. Ce sont des dominicains sorbonnards de Paris qui avaient fait maille à partie avec la police, il y avait eu etc., qui ont été projetés à Toulouse parce qu'il y a un Raymond VI, je crois, qui s'est flagellé de la cathédrale en promettant qu'il allait faire une université. Mais comme il n'y avait pas d'enseignants, on a projeté 14 enseignants à Toulouse en promettant qu'on allait les payer. Et ces enseignants étaient des dominicains. Et ils sont arrivés sur un substrat qui était un substrat de savoir, qui était hérité des siècles d'avant, avec des espèces de petites unités collégiennes, on dirait des collèges maintenant, je ne sais pas comment on dirait ça avant, qui étaient là prêts à être structurés. Et ces structurations ont été refusées parce que ceux qui sont venus enseigner de Paris étaient des dominicains, donc ils arrivaient sur un territoire un peu compliqué. Voilà, donc ça c'est la genèse initiale. Et après, il y a une période d'obscurantisme assez totale à Toulouse, qui a été reprise, disons, fin 18e, 19e. Mais il y a eu une période compliquée, en fait, sur Toulouse pendant cette partie-là. Voilà. Oui, un complément, hein, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, ce qu'a ajouté Christian. Le complément est au niveau personnel des motivations des individus, et surtout des jeunes, pour aborder une carrière qui semble difficile, qui est loin d'être toute tracée, et qui fait qu'on trouve maintenant dans des grands pays, bien sûr, il faut une volonté politique, il faut beaucoup de ressources au niveau de l'État. Mais ensuite,
il faut des scientifiques. Il faut des jeunes qui acceptent de s'engager dans quelque chose qui est très difficile, qui est un doctorat, qui demande énormément d'efforts avant d'arriver au doctorat. Et on trouve que la majorité de ces jeunes qui s'inscrivent dans un pays comme les États-Unis ne sont pas américains. Très peu d'Américains sont intéressés par la science. Ce sont des étrangers. Nous retrouvons une situation similaire maintenant en France de plus en plus. C'est vraiment un problème qui est inquiétant, à savoir que la science paraît moins attractive. Bien sûr qu'il y a la beauté de la science, bien sûr, il y a la curiosité, bien sûr, mais l'enseignement qui est fait dès le primaire, c'est attirer les jeunes femmes pour faire de la recherche, il faut commencer à la maternelle. L'enseignement qui est fait dès le primaire fait que les enfants arrivent à l'école avec beaucoup d'intérêt pour la science et on constate qu'il n'y en a que la moitié en sortie du primaire qui sont toujours intéressés par la science. Cette moitié, il n'y en a plus que 10% en sortie du collège qui se disent passionnés par la science. Cet enseignement, il faut qu'on le revoie. Et puis, il y a d'autres composantes qui font que l'image globale de la science dans la société et auprès des jeunes par rapport aux valeurs que véhicule notre société n'est pas nécessairement une image bonne. Ce qui veut dire à quelqu'un comme Michel Serres que pour faire de la science aujourd'hui, il faut avoir faim. C'est l'expression de Michel Serres, qui a une sorte de provocation, et il illustre par un certain nombre d'exemples de quels sont les jeunes qui sont dans le besoin et qui se dirigent vers la science avec toute la passion qui est nécessaire. Bien entendu, c'est une image qui va vers la provocation, mais vous voyez quel est le point. Que devons-nous faire au niveau de la diffusion du savoir, au niveau de la diffusion des connaissances et au niveau globalement des valeurs que véhicule la société pour que cette science soit, ce besoin de savoir, de contribuer, de comprendre, soit attractif. Un petit truc un peu historique, ça me démange. Parce qu'on est ici à se poser au XXIe siècle, à ces problèmes de financement de la science, comment on faisait. Si on revient très très en arrière, un petit truc que j'ai commencé un peu à étudier pour l'académie, comment on finançait la science en moins 300 avant Jésus-Christ. Comment on faisait? Comment on a fait pour construire la bibliothèque d'Alexandrie? Comment on a fait pour aller chercher des gens pour penser dans la bibliothèque d'Alexandrie? La recette est moderne et ancienne. Il y a un monsieur, un comptable, dont j'ai oublié le nom, qui était comptable avant Ptolémée Ier, qui a spéculé sur le prix du blé égyptien. Il l'achetait, il le stockait, il le vendait 3 fois plus cher. Et à partir de ce moment-là, il a accumulé une fortune, et cette fortune a permis, 1, de construire la bibliothèque d'Alexandrie, 2, de créer le premier laboratoire de recherche au monde en moins 235, et 3, d'aller piquer des savants, ou on l'appelait des philosophes à l'époque, des matheux, des astrologues horoscopistes, et de les amener de gré en leur payant le coucher, le loger et tout. Et c'était moins cher de faire ça que d'envoyer des armées aller piquer les mêmes personnes dans les villages autour ou dans les villages autour. Et on n'a pas changé de modèle pour le moment. Et l'enseignement qui était établi par tes philosophes, il servait à une chose très précise. Il y avait une classe de la population qui en bénéficiait, parce que c'est ceux qui allaient devenir fonctionnaires et qui allaient gérer l'ensemble du budget agriculture, etc., de ces gens-là. Et à l'époque déjà, la critique anti-science existait, puisqu'il y a un satire grec dont j'ai oublié le nom, maintenant qu'on connaît les écrits, qui a dit qu'on ne comprenait pas pourquoi, dans ce lieu clos qui était donc le laboratoire, ça ne s'appelait pas comme ça, mais des gens passaient leur temps à parler pour ne rien dire. Et c'était en moins 200 avant Jésus-Christ. Voilà, donc cette idée de trouver des moyens de créer du savoir, de le diffuser, et la problématique liée à ça, on est emmêlé avec ça, à Toulouse ou ailleurs, depuis la nuit des temps. Voilà. Une illustration de ce que vient de dire Christian, récente, c'est la Chine. Je vous ai mentionné au pas de course les collaborations que nous avons eues à Toulouse avec un certain nombre de pays, les États-Unis, la Russie, etc. Nous avons eu aussi des collaborations avec la Chine. Les Chinois sont venus me chercher en m'invitant pour être professeur invité à la principale université de Chine en 1985, qui est l'université de Tsinghua à Pékin. J'arrive, je débarque dans une université où les gens de ma génération n'existaient pas. J'étais un jeune scientifique, les gens de ma génération n'existaient pas. Il y avait de vieux monsieur qui n'avaient jamais entendu parler de mon domaine, et il y avait des jeunes étudiants, parce que la révolution culturelle les avait anéantis, les avait envoyés dans les champs, ils ne s'étaient pas formés. Ma génération n'existait pas. Donc ils ont été chercher des gens, dont moi,
en me disant venez, on va faire un labo commun. On a fait un labo commun au niveau du CNRS, etc. Et puis, ils ont été chercher, comme le comptable dont a parlé Christian, des Chinois qui avaient immigré aux États-Unis, leur ont fait des ponts d'or, leur ont payé des salaires plus élevés que ce qu'ils touchaient au MIT ou à Stanford, en leur disant venez, on vous crée un laboratoire. Et ils ont poursuivi cette politique depuis 1985. Je vous parle de quelque chose où c'était le désert en Chine à l'époque. Et quand je suis revenu 10 ans après, 15 ans après, ça s'est complètement transformé. Aujourd'hui, le pays qui publie le plus dans mon domaine, c'est la Chine. Le nombre de publications d'intelligence artificielle chinoises dépasse les publications européennes et les publications américaines. Et ça, c'était une volonté qui s'est faite sur énormément à la fois de volonté politique et de ressources. Et ils ont attiré des gens de partout. Alors, on va continuer sur la Chine. Pour continuer sur... On va répondre toujours. Ça m'intrigue beaucoup votre remarque sur le faire la science. Les Chinois ont constaté un truc. Il y a, je crois, plus de 800 universités reconnues en Chine. Je ne sais pas, à peu près 894, je ne sais pas quoi. Ils ont remarqué que s'ils finançaient des thèses dans ces 800 universités, la production de l'université en thésard était trop forte par rapport à la capacité d'accommodation de leur marché industriel. Et qu'est-ce qu'ils viennent prendre comme décision? Ils ont décidé de diviser par 2 le nombre d'universités qui est capable de délivrer un diplôme de doctorat. Donc on a un problème structurel. Alors nous, en France, au moins à Toulouse, Renaud à Toulouse, c'est un peu l'inverse. Disons, comme tu disais, les études scientifiques, je dirais sciences dures, plein comme ça, repoussent tellement des étudiants que ça se clairsème beaucoup en maths, en physique, en chimie même, et on voit beaucoup plus d'amphis pleins en droit, en histoire des sciences, et ça, c'est un problème d'alimentation, c'est dans la structure, je dirais, de faire tourner et faire de la science, c'est un vrai problème. On est tous les cheveux blancs ici, ça aurait été vachement bien de trouver une population féminine jeune. Voilà, ça c'est un critère. Oui, il me semble qu'on est passé un peu vite sur la question de l'enseignement. Alors je fais attention parce que je parle devant des hauts gradés du rectorat. Mais bon, tu as dit que les jeunes, ils arrivent, ils sont passionnés, ils posent des questions, ils s'intéressent à tout, etc. Et au bout de quelques années, ils se taisent. Ils ont appris à se taire, etc. Bon. Et alors, il y a quand même un problème majeur ici. On leur met dans la tête qu'il y a une dichotomie entre les scientifiques et les littéraires, etc. Bon, donc là, il y a quand même un problème majeur, qui est comment est-ce qu'on apprend à nos enfants à se taire. On a fait à l'Académie, faisant un peu de publicité à Toulouse pour l'Académie, on a fait des tentatives, je pense peut-être réussies, de conférences jointes littéraires et scientifiques. Celle qu'on a fait avec Olivier Guerrier, c'était une tentative d'avoir 2 vues différentes sur un problème. Alors, j'ose pas dire ici, je peux dire le titre. On avait choisi un titre très accrocheur, c'est Eucharistie expérimentale. Voilà. Mais c'était très intéressant d'avoir 2 visions. Une vision Jaurès, littéraire, d'extraction dans les textes originaux comme Montaigne, etc., de ce que pensaient ces gens-là de l'Eucharistie, et la vision actuelle de ce qu'on pourrait faire si on avait 1 milliard d'années pour assembler atome par atome de l'ADN. Voilà. Et cette collision-là est extraordinaire. On l'a fait à Toulouse, à l'Académie, parce qu'on a la possibilité d'avoir un mélange de savoir du Jaurès jusqu'au Paul Sabatier, je dirais, en faisant comme ça. Voilà. Alors il y a peut-être un problème qui est lié en partie à l'école, mais aussi à la représentation du métier des scientifiques. Alors là aussi, je dis un peu plutôt en sciences dures. Bon, à Toulouse, il y a eu une tentative qui s'appelait la Novella, du temps des maires précédents, pour essayer de diffuser un peu dans toutes les régions, dans Toulouse Métropole, l'image des sciences qui se font aujourd'hui. Bon, pendant 4 ans ou 5 ans, ça a eu un certain succès, avec des limitations, un côté un peu désordonné, des choses comme ça. Mais si on regarde un petit peu le paysage toulousain, mais pas simplement Toulouse, si je vais à Bordeaux ou à Montpellier ou à Paris, c'est à peu près la même chose, je vais trouver un grand nombre de festivals, disons, d'art. Marathon des mots à Toulouse,
Festival Passe ton bac d'abord pour la musique, festival de théâtre, festival Toulouse les Orgues, enfin, etc. etc. L'histoire à venir autour des sciences un petit peu humaines. Donc j'aurais rapidement fait le tour, enfin j'aurais fait citer à Toulouse une quinzaine de festivals liés aux métiers artistiques, plus ou moins gros, plus ou moins importants. Et tous ces festivals disent un petit peu la même chose. Et on l'entendait encore aujourd'hui quand on parlait d'Annie Ernaux qui a eu le prix Nobel, ce qui est très bien. Ce qui est important, c'est la littérature, c'est le théâtre, c'est le cinéma. C'est génial d'être musicien, c'est génial d'être danseur. Génial. Alors tout ça est vrai. Et c'est reçu massivement par les étudiants, par les jeunes gens. C'est-à-dire, ce qui est enviable, et on le voit bien, moi je m'occupe pas mal de l'université Jean Jaurès, ce qui est enviable, c'est de devenir artiste dans nos sociétés. Et donc, les départements où on fait de l'histoire de l'art, mais surtout où on apprend à devenir écrivain. Et par exemple, il y a à l'université Jean Jaurès un truc d'écriture créative. Alors là, ils sont au-delà de déborder de candidats. Dans le département de théâtre, ils ne savent plus où mettre les gens. Dans le département de cinéma, c'est pareil. Et quand je vais, effectivement, je suis allé dans la boule une fois où est Christian, je vois quelques jeunes gens qui se promènent, dont l'un est pakistanais, l'autre est indien, le troisième est arabe, le quatrième est sénégalais, je ne sais pas très bien, enfin voilà. Et puis effectivement, comme tu le dis, en effet, c'était ce jour-là un peu caricatural presque. Les patrons de la boule sont effectivement des Français, en gros, mais ils ont un peu les têtes blanches, et puis hommes ou femmes, et puis en effet, les étudiants que je voyais, que j'observais, étaient tous des types qui parlaient, ou des femmes qui parlaient en anglais et qui venaient de pays plus ou moins lointains. Et effectivement, on me dit, Malrieux et d'autres me disent la même chose, dans nos cours à l'université, depuis quelques années, en sciences dures, en mathématiques, on n'a pas grand monde. Et je dois dire que j'ai été testé, quant à moi, qui suis complètement nul en maths, par des gens qui font passer le CAPES de mathématiques. Et les épreuves étaient tellement faciles que j'ai eu quelque chose comme 15. Ce qui était absolument scandaleux. C'est une honte absolue. Mais donc, c'est vraiment très inquiétant, parce que j'ai une bonne note en maths, alors je n'ai pas fait de maths depuis le bac. En gros, c'était un peu étonnant. Et effectivement, j'ai découvert que les épreuves du CAPES de mathématiques n'étaient plus des mathématiques, mais en gros de la logique. Et ils m'ont expliqué que ce qu'on demandait aux candidats, c'était de comprendre à peu près le programme jusqu'en troisième, quelque chose comme ça. Donc ça, bon, voilà. Mais là, il y a, disons, une question de représentation qu'on voit bien dans les politiques culturelles, y compris à Toulouse, qui sont, alors, en dépit du travail d'instant science, etc., eh bien, tout ça est peu de choses à côté de la puissance de tous les festivals de littérature et tout ce qui se dit autour de ça. Et moi, je suis très content parce que je suis un littéraire, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on a fait, pour diffuser le savoir dans la partie diffusion pour tous, on a fait des multiples expériences à Toulouse, et certaines sont, je pense, qui ont été faites qu'à Toulouse. Et on a une telle belle communauté de magiciens professionnels, mon ami magicien ici présent. On a tenté un coup en accolant deux mots, ça fait penser au coup de l'horoscope de la Dépêche, science et magie, avec Marcerin. On a tenté d'essayer de montrer, avec de l'illusion bien sûr, des grands phénomènes de physique. Et j'ai toujours pas réussi à mesurer l'impact réel qu'on a eu. Voilà. La course de voiture, c'est clair, on a les chiffres et tout, on voit comment ça monte dans le monde, ça diffuse, etc. Toulouse est peut-être mieux connu pour ça maintenant dans le monde, vu les chiffres, que pour Airbus, mais bref. Grosso modo, on fait des expériences comme ça, mais on a du mal à mesurer le retour à chaque fois qu'on s'engage dans un truc qui n'est pas purement scientifique. Me retrouver avec un magicien professionnel sur une scène pour expliquer la téléportation, je prends un risque. Le magicien, non, parce qu'il y connaît ses tours, il connaît ses machins. Mais moi, je prends un risque. Donc, il y a une exposition aussi différente à faire dans la diffusion. Alors, on a fait beaucoup d'expériences de ce genre-là. Je me rappelle d'une rencontre entre de Jean Tirole. Jean Tirole, en économie, une conférence avec lui, il arrive avec son costume 3 pièces, etc. Et on le met dans les mains d'un magicien. Donc au début, c'était un petit peu difficile. Ça s'est finalement très bien passé. Non, je voudrais rajouter quelque chose sur cette question. Il faut, quand on s'adresse aux jeunes, il faut que ce jeune puisse s'identifier à celui qui lui parle. Si on lui met en face de... Enfin, je ne parle pas des exceptions que vous êtes, hein, bien sûr, hein, mais si on le met à quelqu'un qui a plus de 60 ans, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on s'identifie à Mbappé? Parce qu'il a 20 ans et des poussières, et qu'on pourra, dans 3 ans, être comme lui. Et donc, les associations de culture scientifique, par exemple, font actuellement un grand effort pour mettre en face des jeunes
des jeunes chercheurs, justement, hein, parce que c'est une clé. Hein, il n'y a pas de miracle. Hein, il faut pouvoir s'identifier à celui qui vous parle. Je mettrai un petit bémol là-dedans. Dans notre expérience, on a fait un peu le tour du monde sur la course de voiture en expliquant devant les lycées. En fait, c'était une population assez particulière. Ce sont les lycées français dans des pays étrangers. Donc c'est un peu particulier. Mais les jeunes étaient très intéressés de rentrer au contact, même avec un vieux, parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce que c'était que la carrière scientifique, comment on faisait. Et les questions, ce n'était pas du tout ce qu'on avait exposé sur les voitures, sur les machins, c'est comment je fais pour être scientifique. Qu'est-ce qui se passe après le baccalauréat? Quel baccalauréat il faut faire? Et c'est une information qui m'a surpris, parce que je pensais franchement que cette information-là d'orientation était donnée. Et en fait, grosso modo, même dans ces lycées d'élite, je dirais, que ce soit au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, privé ou public, cette information-là nous demandait toujours, par exemple, ils disaient, mais vous faites ça, mais vous êtes payé pour faire ça. Par exemple, première remarque. Deuxième remarque, si je veux faire comme vous, combien de temps ça va me prendre? Ils n'avaient aucune idée du calendrier qui les attendait. Et ça, ils avaient peut-être plus confiance à poser cette question à mon aspect plutôt papy qu'à demander ça à papa, par exemple. Voilà. Oui. Juste un point pour rejoindre ce que vient de dire Christian. Je vais faire une étude quand j'étais à la direction générale de l'INRIA par des professionnels. Ils ont fait un travail au niveau sociologique pour essayer de maximiser l'impact de l'INRIA auprès du grand public. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Et on a fait un certain nombre d'expériences. Et finalement, ce qui est ressorti, je vous le dis rapidement, ce qui est ressorti, c'est de faire rêver. C'est de faire rêver. C'est l'élément principal, d'avoir un discours qui fasse rêver. Quand on a un discours qui fait rêver, ben ça a un impact. Et l'auditoire, jeune et moins jeune, est intéressé. Une adjointe au maire de Toulouse. Alors, je voudrais apporter témoignage de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai accompagné quand j'étais à l'Éducation nationale, à l'Académie de Toulouse, et que je m'occupais de culture, d'éducation artistique et culturelle auprès des recteurs pendant un certain nombre d'années. Je voudrais dire que d'abord, beaucoup d'enseignants du premier et du second degré font énormément de choses pour la transmission des savoirs scientifiques, au-delà de l'enseignement qu'ils sont chargés de faire, parce qu'en face, nous avons dans cette académie la chance d'avoir énormément, vous l'avez dit, mais de scientifiques, d'associations, tu l'as dit Olivier, qui sont venus et qui ont continué à venir travailler avec nous et avec les enseignants. Et c'était des milliers et des milliers d'enfants qui, tous les ans, avaient des projets de culture scientifique, rencontraient des scientifiques, etc. Donc, je veux dire qu'il y a un énorme travail. Il y a aussi un énorme travail pour amener les jeunes filles vers les carrières scientifiques. Après, je ne pensais pas le lieu du tout, et je n'y entrerai pas, d'aller dans des débats. Il y a plein d'autres choses, d'autres facteurs qui font qu'à un moment, ça freine, et il n'y a pas le rendu sur investissement qui est fait. En revanche, ce qui marche très fort, vous venez un peu de le dire, mais je voudrais y insister, c'est quand des scientifiques, et quel que soit leur âge, vont dans les classes et rencontrent les élèves. Parce que ces personnes-là incarnent un métier. Et c'est, bien sûr, il y a du travail qui est fait avec les conseillers principaux d'orientation, mais entre le savoir et le vivre et le rencontrer, ça, ce sont des choses qui marquent à vie. Et effectivement, faire rêver, l'espace fait beaucoup rêver parce que, sans donner de nom, voilà, il y a des stars de l'espace. Mais ça, c'est bon. C'est circonstanciel. Voilà, je crois qu'il faudrait que des scientifiques aillent beaucoup dans les classes, et on a beaucoup travaillé aussi à faire comprendre ce que c'était que la culture scientifique, et je suis d'accord avec toi, Yves. Même des scientifiques m'ont questionné, mais c'est quoi la culture scientifique là, avait l'air de dire, mais ça va pas, tu es un peu faux-folle quoi, de dire ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, il y a tout ce travail-là qui est engagé depuis une dizaine d'années dans l'Académie de Toulouse, au niveau de la DGESCO, du ministère de l'Éducation nationale. Après, voilà, chacun fait son chemin à son rythme. Mais je voulais porter ce témoignage, et Olivier le connaît bien parce qu'on a travaillé beaucoup ensemble. Oui, je m'en réjouis, bien sûr. Je voudrais rajouter un point quand même qui me paraît important ce soir. Parce que là, on a mis la lumière sur le métier de chercheur.
si on veut convaincre les jeunes d'aller dans des carrières scientifiques, il faut aussi leur expliquer qu'il n'y a pas que le métier de chercheur à bac plus 12 qui est intéressant. Vous avez des quantités de métiers techniques et scientifiques, etc. Donc, par exemple, l'Instant Science dont je parle là a fait quelque chose qui s'appelle la valise des métiers. Donc, il s'agit d'aller dans des classes, justement, précisément, à l'occasion d'un objet quelconque, par exemple le manche à balai traditionnel des avions, pour expliquer qu'autour de ce manche à balai, il y a des quantités de métiers scientifiques intéressants. Alors, on le fait en faisant des jeux de rôle, c'est-à-dire qu'on arrive dans la classe, on met des badges à tout le monde. L'un est un chercheur qui travaille sur le sujet, mais il y a aussi le gars qui le construit, il y a aussi l'équipe de contrôle, etc. Donc, il ne faut pas se tromper. La science, les chercheurs produisent le savoir, c'est la définition, mais une fois qu'ils le produisent, il appartient à tout le monde et il y a des quantités de métiers de nature scientifique qui sont importants et qui doivent être présentés aux jeunes. Dont celui de la diffusion, bien sûr. Hein. Peut-être... Par rapport à ce que vous avez dit, je pensais qu'il y a un problème dans les universités, particulièrement à Toulouse, de mésentente entre les universités. J'ai travaillé pendant toute ma carrière dans un service qui était interuniversitaire, et j'ai travaillé comme mathématicien sur l'utilisation des mathématiques en sciences sociales. J'ai souvent travaillé avec des gens de sciences sociales de Toulouse 2 et de Toulouse 1. Lorsque il y a eu des volontés de faire une entente entre les universités, on a cassé le centre interuniversitaire de calcul et on m'a expliqué que faire de la culture mathématique pour des littéraires, ça n'avait aucun sens. Et ça, les universités se sont tirées dessus, les ordinateurs ont servi à faire de la communication, et moi je me suis retrouvé dans un placard en expliquant que avoir fait une thèse de mathématiques et 2 ans de recherche sur l'utilisation des calculs en sciences sociales et humaines, ça avait peut-être un certain sens dans le monde anglo-saxon, chez les Américains, chez les Anglais. Je suis toujours fellow of the Royal Statistical Society, mais on m'a dit, en France, on ne fait pas ça, ça n'a aucun sens. Et il y a des gens qui ont de la culture littéraire, et il y a des gens qui ont des cultures scientifiques, et ça s'est passé que les universités ne s'entendent pas sur la volonté de faire des choses communes sur la culture scientifique, alors qu'il y a des philosophes qui s'intéressent à la science et qu'il y a une grosse université scientifique et 2 grandes universités de sciences humaines et sociales. Donc, vous pouvez le faire, vous, à l'Académie des sciences, mais le milieu universitaire toulousain fait une cassure entre les 2 cultures. Raison, mais c'est pour ça aussi que dans beaucoup de villes en France, la notion d'académie prend son sens. C'est la réunion, j'ai failli dire la réunification, la réunion de l'ensemble des savoirs. Mais on ne peut pas, ça serait idéal d'avoir une université à Toulouse, mais si on connaît le discours de Jaurès et de Pasteur quand il s'agit de passer des facultés aux universités et comment le débat a eu lieu à Paris pour demander de l'argent pour 3 universités en France, et que Jaurès est monté et a dit « moi, je veux Toulouse », donc après Toulouse, ça a été un tel, le même budget a été divisé par 10 pour créer toutes les universités en France. Donc ce problème d'oscillation entre grand, petit existe toujours, et c'est très compliqué. D'autant plus que chaque discipline a tendance à s'auto-définir et s'auto-isoler. Donc c'est un problème compliqué, mais qu'on a vécu à Toulouse et dans d'autres régions françaises, disons, au fin du 19e déjà. Et on recommence maintenant, merci, avec Shanghai. Oui, au-delà des problèmes vraiment regrettables, hein, de mésentente, de difficultés de bâtir ensemble, etc., on y arrive petit à petit. Il y a eu des choses qui ont été faites ces dernières années, mais néanmoins, c'est vraiment très difficile et c'est regrettable. Au-delà de cela, c'est un énorme chantier que de dépasser, je voudrais reciter de nouveau Michel Serres, cette situation où nous avons des hommes de culture ignorants et des hommes de science incultes.
Donc il faut vraiment qu'on sorte de là. Les hommes de science ont très peu, pour la plupart, on ne les a pas formés, ne fût-ce qu'à l'épistémologie suffisamment, ou à la philosophie. Il est essentiel que les hommes de science soient aussi des hommes de culture, et il est essentiel que les hommes de culture et les femmes, excusez-moi, hein, je reprends la phrase de Michel Serres, les hommes et les femmes de culture soient aussi suffisamment au courant et intéressés par la science. Donc ça, c'est un énorme défi, et ce défi, il faut que la génération qui vienne puisse être formée sur les deux volets. Oui, alors ça, tu as tout à fait raison. Enfin, je partage complètement ta formule. Elle n'est pas particulièrement, d'ailleurs, vraie à Toulouse, elle est universelle. Mais moi qui ai enseigné pendant des années au lycée Pierre de Fermat, où donc, en gros, la structure, je ne parle pas de la partie lycée, mais la partie classe préparatoire est assez simple. Il y a 15 classes mathématiques, physique, etc. Et puis une classe de Cagne. Alors on voit très très bien comment ça fonctionne. La classe de Cagne que j'avais la chance d'enseigner n'était peuplée quasiment que de filles. Et il y avait évidemment des maximums de garçons du côté des sciences. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une seule minute de culture scientifique en classe préparatoire littéraire. Et s'il y a bien quelques minutes de culture littéraire en prépa scientifique, c'est juste pour avoir quelques points de plus au concours. Mais en gros, il y a deux univers où d'un côté on fait des maths, de la physique, de la chimie toute la journée, et on ne fait presque pas, disons, de philosophie, de sciences humaines, de littérature, etc. Et de l'autre côté, on ne fait absolument pas. Et même du côté des Cagneux, c'est presque un honneur, une gloire et un drapeau que l'on dresse d'avoir été vraiment nul en maths depuis toujours. Enfin voilà, beaucoup d'énergie. Personne n'ose même lire, je ne sais pas, Science et Vie ou quelque chose de ce genre. Voilà, on ne sait absolument rien. Voilà, et sauf exception évidemment particulière et autres. Alors là, c'est une chose qui est un peu terrible, qui n'est pas toulousaine en particulier, mais qui est peut-être française, ça, plus que dans d'autres pays d'Europe, mais qui est très marquée. Et effectivement, qui est quelque chose d'un peu dramatique, effectivement. Il y a beaucoup de scientifiques incultes, il y a beaucoup de gens qu'on appelle cultivés, absolument ignorants de ce que c'est, même qu'un atome, hein, vaguement, quoi, voilà, et qui ne savent pas compter au-delà de 4 ou 5. C'est absolument hallucinant, dans les deux sens, hein, voilà. Et alors, effectivement, à l'Académie des sciences, on tente de faire des choses un peu de pont, par des conférences, ou par exemple, par des émissions de radio. C'est lequel je vais évoquer tout à l'heure, c'est la météorite de l'Orgueil. C'est à la fois une histoire de science au sens alors, chimie, astronomie, etc. C'est aussi une histoire humaine, effectivement. Et moi, j'aime bien justement les films de Jacques Mitch. C'est pas parce qu'il est là, justement, parce qu'il fait de la diffusion de culture scientifique, on va dire, sur le blob ou sur d'autres sujets, sur la symphonie neuronale récemment, mais sous une forme, alors non pas exactement littéraire, mais en tout cas cinématographique, qui est vraiment intéressante, parce que c'est vraiment du cinéma, et c'est vraiment de la science. C'est pas si évident que ça. Hein. Voilà, on peut faire de très mauvais films qui sont des documentaires, qui juste ont contenu scientifique, et des films très bons qui n'ont aucun contenu scientifique. Hein, voilà. Et là, on a la chance à Toulouse d'avoir, alors c'est en partie dû d'ailleurs au subventionneur Sciences Animation et maintenant Assistance Science, qui a effectivement la possibilité de faire à Toulouse effectivement quelque chose qui tente de répondre à ce hiatus très grand, mais qui est vraiment absolument terrible. Hein, c'est terrible. Les étudiants de lettres sont ignorantissimes en sciences, et je dois dire que les étudiants, parfois que je rencontre à Paul Sabatier, c'est un peu pareil de l'autre côté. Hein, voilà. Et voilà. Là, je crois que nous allons retrouver une vie normale, des cafés, des restaurants, la nuit toulousaine, et bien des choses. Voilà. Merci au Quai des Savoirs. Et